Voilà, comme annoncé tantôt, Temps Savoir s'intéresse aux enfants en situation de handicap. Mais avant de recevoir notre invité, je nous invite à suivre ce reportage qui nous présente 3 personnes handicapées qui ont justement eu du mal à se rendre à l'école. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde portent un handicap, ce qui représente 15% de la population mondiale selon les statistiques de l'OMS. Le handicap revêt plusieurs formes, moteurs, visuelles, auditifs ou psychiques. Il peut constituer pour la personne qui le porte un désavantage dans la société. J'étais la seule sourde muette dans l'atelier où j'ai été initiée à la couture. Au début, c'était difficile de s'adapter, mais j'observais beaucoup. Tous les matins à 6 heures, j'étais déjà sur le lieu de travail pour regarder les techniques de coupe, la façon dont les aînés travaillaient, et j'ai pu m'en sortir avec le temps. Yasminat fait partie de cette catégorie de personnes qui, malgré leur handicap, se sont fait une place de choix dans la société. Grâce à Dieu, quand j'ai ouvert mon atelier, les copines qui me connaissaient parlaient de moi à leurs amis qui venaient et passaient commande. Entre-temps, j'avais avec moi de petites filles qui m'assistaient et jouaient le rôle d'interprète. Mes clientes et moi, nous communiquons beaucoup par message. C'est par ce canal que je leur fixe rendez-vous. J'ai un agenda où je note tout. Stéphanie est dans la même situation, mais elle exerce dans le domaine de la coiffure. Très habile de ses mains, elle s'adonne à son métier avec passion. Je fais les tissages, les cheveux nappis, les curls. Je fais aussi les soins du visage, la pédicure et la manicure. Je m'efforce à parler un peu pour communiquer avec mes clients. Le handicap, une déficience physique ou psychique lourde à porter, surtout lorsqu'il n'est pas de naissance. Quand j'étais petit, un tabouret est tombé sur mon pied. J'ai commencé à faire de la fièvre. Mon père m'a amené chez un de ses amis agents de santé. Il m'a fait une injection. Quelques jours après, mon pied s'est mis à rétrécir. C'est plus tard que l'ami de mon père a avoué avoir utilisé une seringue qui avait déjà servi pour son fils. Cette injustice n'a pas permis au jeune homme de continuer ses études, mais loin de s'apitoyer sur son sort, il se forme à devenir cordonnier. Voilà, comme l'a si bien dit Lucrèce Degla en chute, ce n'est pas toujours évident avec le handicap de se rendre à l'école. On vient de le suivre dans le reportage. On en parle donc sur ce plateau avec Claudine Lawson-Daiso. Bonsoir. Bonsoir Madame Bello. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes consultante en droit des personnes handicapées, mais vous êtes aussi psychologue. C'est donc à ce double titre que nous vous recevons sur ce plateau. Merci de nous honorer de votre présence. Ma première question, toute go, c'est de savoir si pour vous, ce droit à l'éducation pour tous, est-ce une réalité ici au Bénin? Je dirais que ce n'est pas encore une réalité, mais il y a beaucoup de chemins qui sont en train d'être faits. D'accord. Et je sais que vous le dites en tout état de cause, puisque vous militez pour le droit des personnes handicapées il y a déjà un certain nombre d'années. D'autres m'ont parlé de 20 ans. Vous confirmez? Un peu plus. Un peu plus que 20 ans, Ça fait plus de 30 ans, en fait, que je m'investis dans ce domaine. Voilà. Précisément donc, depuis 1988. C'est sûr, l'eau a coulé sur les ponts. On verra bien si quelque chose a changé depuis 30 ans jusqu'à maintenant. Beaucoup de choses, même s'il reste encore pas mal de choses à faire. D'accord. Puisqu'on parle des enfants vivant avec un handicap, est-ce que pour ces enfants, l'accès à l'école est-il équitable? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je dirais, je venais de vous dire que ça fait environ un peu plus de 30 ans que je suis dans le domaine. Au départ, quelques privés, quelques ONG se sont intéressés à l'éducation des enfants handicapés. Alors, c'est ainsi que les premières structures, quand c'est un handicap moteur, avec l'aide à la mobilité, quand la personne peut se déplacer, elle peut se retrouver dans les mêmes conditions
que l'enfant non handicapé. Mais quand il s'agit du handicap auditif, par exemple, donc les tout premiers ont commencé à faire une école spécialisée, des écoles, des centres qui recevaient que des enfants handicapés auditifs. Et ainsi aussi la même chose pour ceux qui ont un handicap visuel. Bon, pour ce qui est du handicap intellectuel, qu'avant on utilisait le terme de handicap mental, eux, il n'y avait rien. Donc, c'est après aussi, grâce aux ONG, on a commencé petitement à faire de l'éducation pour à peu près tous les types d'enfants handicapés. Mais aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'éducation inclusive, même si ce n'est pas encore une réalité, mais ça commence à l'être. Ça commence à l'être parce que grâce à des écoles, il y a les hibiscus à Kwakwa. On va éviter de citer. C'est déjà bien de savoir qu'il y a des écoles. D'accord, il y a des écoles intégratrices, il y a aussi des structures qui font en sorte que d'accueillir parmi les enfants non handicapés quelques enfants handicapés pour leur permettre d'aller à l'école dans un milieu ordinaire. D'accord. Ça m'amène à cette question. Est-ce que les écoles ont toujours les infrastructures pour accompagner cette forme d'éducation inclusive? Bon, nous allons y aller étape par étape. Vous avez parlé, vous avez dit que pour vous, ça vous paraît un peu plus facile pour les enfants ayant un handicap moteur. Mais pour cela aussi, il faut des infrastructures adéquates. Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, quand un enfant est dans un tricycle ou dans un fauteuil roulant, il faut prévoir des rampes. Ça, c'est l'accessibilité physique. On a combien d'écoles aujourd'hui qui ont des rampes. Je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre d'écoles. Mais vous en connaissez quand même. Oui, pour vous dire que maintenant, toutes les nouvelles écoles qui se font prévoient des rampes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'aménagement raisonnable, où on peut prévoir avec une planche, au cas par cas, pour permettre à un enfant handicapé moteur de pouvoir aller en classe. Mais ça, je vous dis, c'est l'accessibilité physique. Mais il y a aussi d'autres types d'accessibilité. Par exemple, quand c'est un enfant qui a un handicap auditif. Oui, justement, j'en venais. Voilà. J'en venais. On s'est rendu compte que sur tout le territoire national, il y a quand même beaucoup d'écoles. Il y a des écoles quand même qui s'intéressent à cette catégorie et principalement d'enfants avec un handicap auditif. Bon, on va le dire en termes très terre à terre pour que tout le monde puisse nous comprendre. Les enfants sont muets, je crois que c'est ça. Oui, ou même quand on si dit handicap auditif, on peut dire simplement sourd aussi. Sourd aussi, voilà. Donc, handicap auditif, c'est la surdité. D'accord, c'est la surdité. Donc, des enfants avec un défaut de surdité, donc, on s'entend. On a des écoles quand même qui s'y intéressent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces écoles existent en nombre suffisant pour couvrir toute l'étendue du territoire national? Malheureusement, non. Il y en a quelques-unes. On en a au niveau de Porto Novo, qui fait même de l'éducation inclusive, c'est-à-dire dans la même classe, il y a des enfants entendants et des enfants non entendants. Il y en a à Cotonou, à Glo, à Boïcon, à Parakou, mais ça ne couvre pas l'étendue du territoire. Et il y a un programme aussi qui fait de l'intégration scolaire au niveau du zoo. Mais tout cela, c'est loin de couvrir. Et puis, ces centres font ce qu'ils peuvent, mais ça ne suffit pas. Vous allez voir, par exemple, des enfants qui vont se déplacer depuis le nord pour Porto Novo, parce que c'est à Porto Novo qu'on trouve le seul centre qui fait le collège. Bon, maintenant, il y a un collège pour élèves sourds qui se trouve dans la zone de Squabeto, je crois, qui est un collège pour les enfants sourds. D'accord. Mais un seul collège, ça peut accueillir, ça peut pas accueillir tout le monde. Combien d'élèves? D'accord, mais déjà ça pose aussi le problème de proximité. Quand vous nous dites qu'il y a des enfants qui sont obligés de quitter le nord profond pour venir jusqu'à Porto Novo parce qu'ils n'ont pas d'école à proximité, ça pose aussi un problème de proximité. Ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce que les parents ont toujours les moyens justement de pouvoir faire face à cette dépense-là, à toute cette logistique autour? Malheureusement, non. Parce que vous voyez, d'abord, quand un enfant a un handicap, la majorité des parents sont réticents parce qu'ils se demandent mais qu'est-ce qu'il va faire demain? Et il y en a même qui nous disent mais regardez, j'ai des enfants qui ne sont pas handicapés, on a payé cher, ils sont allés à l'école, aujourd'hui ils n'ont pas de travail.
Alors quand ce sera pour l'enfant handicapé, est-ce que demain, ça va être utile? Donc il y a des cas comme ça. Bon, là, on a parlé de la surdité, c'est-à-dire du handicap auditif, mais il y a aussi le handicap visuel, oui. où je sais qu'à Cotonou, il y a un centre et ils font l'inclusion scolaire à partir du secondaire avec le CEG. Parakou fait la même chose. Maintenant, les autres centres, c'est surtout, ils ne sont pas assez nombreux pour couvrir, mais c'est surtout au niveau primaire encore. Et après, pour le collège, quand ils peuvent se rendre dans ces structures. Il y en a quelques-uns aussi à l'université qui malheureusement triment, parce que rien n'est fait pour qu'ils puissent réellement s'épanouir dans ce milieu où il y a déjà beaucoup d'étudiants. Et quand ils sont là, c'est pas évident. D'accord. Si vous permettez, Madame Daïso, on va un peu plus rester sur les enfants. Moi, ce qui m'intéresse au niveau du handicap visuel, c'est que justement, il y a un problème d'infrastructure. Les parents doivent avoir un matériel adapté, adéquat, pour que les enfants puissent apprendre le braille, parce que je suppose que c'est le seul langage, c'est la seule façon de pouvoir leur enseigner, ou bien il y a d'autres méthodes alternatives. Aujourd'hui, bon, le braille, c'est la base. Si. Et c'est souvent dans un centre, dans une école, qu'ils apprennent le braille. Oui. Et c'est assez simple, il faut une tablette et puis un poinçon pour pouvoir écrire. Mais aujourd'hui, c'est plus développé. Avec l'ordinateur, vous avez un logiciel qui permet, qui vous dit, vous mettez le casque et ça vous dit tout. D'accord. Et vous aussi, vous pouvez travailler. Au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est assez développé. Il faut le braille. Et aujourd'hui, quand on a les moyens, avec un ordinateur, il y a un logiciel adapté qui fait qu'une personne ayant un handicap auditif, c'est-à-dire une personne aveugle, peut utiliser un ordinateur. D'accord. On a tout fait d'oublier quand même que tout le monde a des droits. Il en est de même pour ces enfants en situation de handicap. Ce serait bien, en tant que consultante en droit des personnes handicapées, que vous nous rappeliez un peu ce que dit la loi. Qu'est-ce que la loi a prévu pour ces enfants-là en situation de handicap? Alors, c'est à deux niveaux. Oui. Nous avons la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui dit tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales pour toutes les personnes handicapées. Et dans cette convention que le Bénin a ratifiée en 2011, il y a l'article 24 qui dit que c'est un droit pour tout enfant handicapé d'aller à l'école et que l'État doit prendre toutes les dispositions qu'il faut. Pour pouvoir accompagner cela. Voilà. Là, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez y aller pour la deuxième? Je vais vous dire, il y a la loi qui s'appelle numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Alors c'est une loi fantastique et si elle est appliquée avec l'accompagnement de l'État, on n'aura plus d'enfants handicapés qui ne seraient pas scolarisés. Une très belle conclusion donc, Madame Claudine Lawson Daïso. Merci d'avoir répondu présent à notre rendez-vous sur ce plateau. C'est terminé pour Autant Savoir.